I see 20 or 30 girls come in here every day, mostly from small towns with big dreams. And they're all good. You're going to be great. Beauty isn't everything. It's the only thing. She has that thing. Look at Jessie. Who wants sour milk when you can get fresh meat? I know what I look like. Women would kill to look like this. Are we having a party or something? You know what my mother used to call me? C'est beau, c'est chic, c'est Dangerous. extrêmement bien coloré, c'est en anglais. The Neon Demon. Louis, je te C'est laisse, électrique. Exactement. Ouais. C'est électrique à l'image des 10 premières minutes du film, avant qu'il ne sombre dans quelque chose de très déconcertant. C'est vrai qu'après Drive, qui a été vraiment l'explosion aux yeux du grand public de Nicolas Winding Refn, qui est devenu véritablement un auteur grand public, quelque chose d'accessible et que tout le monde a voulu s'approprier, et c'est plutôt bien approprié, il est parti sur une direction qui correspondait déjà aux premiers travaux qu'il avait pu réaliser, cette violence viscérale, graphique, qu'on retrouvait déjà dans Pusher, et puis cette vision du monde et du cinéma très colorée, très électrique, aussi bien dans les sons que dans les images, qui était déjà très criant dans Bronson. Il y a eu ce virage donc, de Drive qui s'est prolongé avec le très contesté Only God Forgives, qui marquait l'entrée de Nicolas Winding Refn dans quelque chose de très particulier, de très personnel, c'est-à-dire d'assez unique dans l'approche visuelle, plastique, sonore. C'était vraiment une création d'ambiance, mais en même temps de tellement lissé dans cette esthétique qui devenait absolument superficielle, puisqu'on était dans de l'image pure. En même temps, on était dans quelque chose d'assez inédit, et en même temps dans quelque chose qui pouvait apparaître comme complètement publicitaire, complètement lissé, complètement impersonnel. Et il arrive donc, 2 ans après cela, avec The Neon Demon, film donc a priori sur le milieu de la mode, avec une jeune Elle Fanning, qui a tout juste 18 ans, qui incarne la jeune Jessie, qui arrive à Los Angeles pour se lancer dans le milieu du mannequinat, et donc qui va très très vite monter en grade, qui va très très vite grimper les échelons de ce monde cruel, on le sait, évidemment on n'a pas besoin de Nicolas Winding Refn pour le savoir, mais il cherche à mettre en image ce monde de la mode et surtout du mannequinat et donc de l'apparence pure. Donc c'est donc intéressant qu'un cinéaste de l'apparence, de l'image, de la beauté autosuffisante s'attaque de façon critique à un milieu qui justement est fait de péremption plastique, de péremption esthétique, d'une beauté immédiate et d'une beauté absolument superficielle. Et on pourrait faire ce premier reproche au film, c'est-à-dire de n'être que ça, de n'être uniquement cette dimension plastique, cette dimension visuelle autosuffisante, comme je disais, du milieu de la mode. C'est-à-dire que vous avez des images qui s'enchaînent, toutes plus belles. Je dis le mot un peu détaché, puisque je ne sais pas si on peut parler forcément de beauté quand une image est très composée, très colorée et très léchée. Je ne sais pas si la beauté se trouve ici. Et effectivement, on va plutôt parler de plasticité, de travail plastique qui est fait de manière très très intensive sur chaque plan du film. Du coup, j'en ai perdu le fil, mais en tout cas, on est sur ce développement-là. Et on peut se demander si il n'y a pas une certaine vanité, finalement, à employer des moyens qui sont ceux du médium qu'on dénonce, en s'accordant presque sur leur politique et leur morale. Mais c'est plus complexe que ça, quand même, puisqu'évidemment, on est devant
un film de cinéma, un film de Nicolas Winding Refn qui veut nous raconter une histoire, celle donc d'une ascension, d'une décadence morale et d'un aboutissement plastique qui se traduit aussi bien par cette exposition du corps de l'actrice que de la monstration cinématographique, donc le montage, l'image, le son du réalisateur. Le film est très complexe à aborder pour ces paradoxes-là, qui sont évidemment à mettre aussi en dialogue avec le reste de la filmographie de Nicolas Winding Refn, qui commençait déjà à questionner le spectateur en mal, je veux dire, à lui faire poser des questions sur la légitimité de son utilisation de la lumière de façon aussi criarde, et vraiment de l'esthétisme, et non plus de l'esthétique, c'est-à-dire de l'image, vraiment, j'emploie beaucoup ce mot, mais autosuffisante, c'est-à-dire une image sans profondeur, une image qui se suffit à elle-même en tant qu'image, en tant que simple réception sensible. Ce qui pourrait être intéressant, puisque si The Néon Démon n'était qu'un film d'une demi-heure et que cette demi-heure n'était que la première partie du film, on aurait effectivement cette évaporation du récit cinématographique, donc l'histoire, au profit d'une exploration assez active et surtout très primitive de la plasticité de l'image de cinéma, le mouvement, le cadre, la composition, le mouvement à l'intérieur de cette composition, les couleurs qui participent elles-mêmes à la composition et au mouvement par les jeux de transport, de voyage de couleurs au sein même d'un cadre. Le son aussi, je vous ai laissé la bande-annonce en entier pour que vous vous rendiez compte de l'utilisation assez électrique et vivifiante de la musique électronique, de sons très percutants qui sont comme cette image, comme des petits coups assénés à nos sens. C'est-à-dire que les flashs des photographies, du moins des appareils photos qui sont dans le film, vont autant choquer l'œil que ces petits coups de musique, ces petites notes électriques très fortes qui vont venir percuter vos tympans. Si le film explorait à fond ça, on serait dans un grand film expérimental. Vraiment expérimental au sens où on peut l'entendre de recherche plastique, recherche d'un cinéma nouveau, d'un cinéma qui va explorer des nouveaux terrains visuels et sonores. Sauf que le film se perd très très vite, dans 1h50 de totalité, dans une narration. Une narration malheureusement très très étrange. Et pas étrange dans le sens où l'histoire est bizarre. Oui, l'histoire est bizarre, mais le film se vend comme ça et on a envie de voir ça quand on va voir The Néon Démon. Mais malheureusement, un récit atrocement étiré. Tellement étiré qu'il en vire forcément dans le grand guignolesque. Puisqu'on a un déchaînement de violence, de sexe, d'images extrêmement composées, jusqu'à l'étouffement total. Moi, c'est pas la même chose, mais ça me rappelle, en certains points, pour ce qui est là vraiment de la réception de l'image, le cinéma de Wes Anderson, dont chaque plan sur 1h40, 1h30 sont absolument symétriques. C'est-à-dire qu'on a un point de symétrie dans le plan. Je trouve pas que ce soit une idée de mise en scène particulièrement pertinente, puisque l'effet s'annule, puisqu'on le remarque au bout d'un moment à chaque plan, et surtout la chose devient atrocement étouffante, puisqu'on est étouffé dans une mécanique qui devient incessante. Et on retrouve un peu ça dans The Néon Démon, c'est-à-dire qu'à force de déployer tant de ferveur et de volonté radicale dans chaque image, on en vient à complètement se détacher et même à en rire. Et ça, c'est le rire de l'image, mais il y a aussi le rire de ce qui se passe, c'est-à-dire que le déchaînement de violence est tel, et le film n'est pas ultra violent, mais c'est tellement démesuré par rapport à ce qu'on peut voir dans le début du film, je veux dire la violence est crescendo, qu'on est obligé de se détacher de ça. Et puis cette violence est aussi mise en rapport avec ce récit extrêmement décousu, extrêmement long, et je vais en arriver au point principal de ma critique, extrêmement pompeux. C'est-à-dire que Nicolas Winding Refn, comme beaucoup de cinéastes aujourd'hui, sont devenus des marques de fabrique. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de eux. Et je trouve qu'aujourd'hui, Nicolas Winding Refn fait partie de ces auteurs, de ces jeunes auteurs qui n'ont pas non plus une filmographie si grande que ça, qui ne se renouvellent déjà plus. Et le peu de nouveautés, entre guillemets, qu'ils apportent à leur cinéma, c'est une plus grande exploration de ce que l'on connaît déjà d'eux.
Du coup, c'est là où ça devient poussif en fait. Ça devient poussif à partir du moment où Nicolas Winding Refn fait exactement ce qu'on attend de lui. Et en voulant être surprenant, en voulant créer la surprise, en voulant choquer au véritable sens du choc, c'est-à-dire créer des images choquantes, des sons choquants, des choses qui vont heurter la sensibilité du spectateur, en fait, il est toujours là où on l'attend, au fond. Il est dans le choquant, il est dans le trash, il est dans le sexe, il est dans le retournement, il est dans cette violence morale, dans cette perversité de chaque instant. Du coup, le film devient assez risible à beaucoup de moments, dans beaucoup de séquences du moins. Et c'est dommage, quand on a un tel soin apporté à l'image, à ce qu'on développe visuellement, puisque c'est un homme d'image, Nicolas Winding Refn, c'est quelqu'un qui a une vision du cinéma, qui a une vision des histoires qu'il raconte. Et malheureusement, il les met au service d'un récit qui, si on connaît un minimum Nicolas Winding Refn, son esprit de cinéma et la façon dont il travaille sur ses films, pas dont il travaille sur ses films, mais la façon dont ses films ressortent, on est très vite très mal à l'aise face au film. Pour vous donner quelque chose de tout simple, le film commence sur un générique, tout de suite très esthétisé, très pompeux, et en bas, on a la petite griffe NWR qui apparaît et qui ne bouge pas pendant le générique. C'est-à-dire Nicolas Winding Refn. On peut penser par exemple à la griffe Harcourt, qui est une reconnaissance, parce que c'est un petit logo qui a sa calligraphie personnelle. Hein. Maintenant il signe, il a écrit un livre, il a pas écrit un livre, il a sorti un livre d'affiches, de vieilles affiches de films érotiques. C'était ce NWR qu'on pouvait voir sur le livre. Et donc, on a cette griffe. Sauf que cette griffe, malheureusement, je ne le vois pas comme une signature, je le vois comme un copyright de marque qui nous annonce qu'on va voir exactement ce que veut nous vendre Nicolas Winding Refn. Je ne suis pas en train de dire qu'il a vendu son âme au diable, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, son cinéma ne ressemble plus à rien d'autre que ce que tous les spectateurs qui ont aimé Drive et qui ont éventuellement aimé, pour les quelques-uns qui ont aimé, dont moi d'ailleurs, Only God Forgives, il nous donne exactement... Enfin, il donne du moins à ces gens-là exactement ce qu'ils attendent, en créant des fausses surprises, en créant un faux renouvellement, en créant une fausse subversion. Et puis on pourrait aussi critiquer tout le système canois, mais c'est pas mon genre, et c'est malheureusement quelque chose, je pense, qui ne rentre pas vraiment en ligne de compte, mais on est en tout cas, je crois, et j'ai le sentiment, sur un film qui se veut sulfureux, qui se veut assez pop, assez nouveau, et malheureusement, on est sur le grand formatage. Mais le formatage, non pas cette hollywoodien, mais le formatage d'auteur. C'est-à-dire que c'est pas un formatage à grande échelle, mais c'est un formatage à la plus petite échelle du cinéma, pardon, c'est La Fatigue, c'est La Nuit Blanche, c'est-à-dire l'auteur. Et j'ai l'impression que The Néon Démon, c'est le formatage de Nicolas Winding Refn. Bien voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ce film en se disant c'est joli ? Malheureusement, en fait, on pourrait le faire si le film ne se perdait pas dans ce récit, en oubliant, parce que ça je l'ai pas dit, mais le film écarte assez vite les explorations vraiment vives et vraiment excitantes visuelles. C'est-à-dire que, je vais pas spoiler, mais dans la première partie, on a une séquence de spectacle vivant, enfin ce qu'on appelle en art contemporain la performance. Et donc les personnages vont être enfermés dans une pièce. Et là, c'est une des musiques qu'on a entendues dans la bande-annonce qui se joue, que j'aime particulièrement. Et on a des flashs rouges, en fait, en strombinoscope, qui se mettent à envahir l'écran. Et finalement, on alterne entre le noir et le rouge de façon très vite. Et donc, notre œil ne peut pas s'habituer. Enfin, c'est vraiment la lumière stroboscopique. Ouais. Sauf qu'en même temps, on suit une action. On suit un jeu de regard entre Jessie et Une, parce que je n'ai pas vraiment raconté le fait qu'elle a des concurrentes dans la boîte de mannequins dans laquelle elle rentre et qu'elle va se faire un peu agresser. Enfin, parce que cette histoire, on nous la vend comme une histoire prétexte, c'est-à-dire dont finalement on pourrait se foutre pour justement jouir pleinement de cette exploration visuelle. Malheureusement, au bout d'une demi-heure, c'est terminé quasiment, et on n'a plus que des constructions très convenues plastiquement de l'image, et cette histoire interminable, qui n'en finit pas, qui s'étire avec des plans très longs, qui ne sont... J'ai rien contre les plans longs. C'est très bien la lenteur au cinéma, prendre le temps. On peut penser au cinéma de Duras, on peut penser à... De Bellatar, de Tarkovsky. Bien sûr, Bellatar, Tarkovsky, et le plan séquence, qui est là en plus du plan séquence en mouvement. Là, c'est vraiment du plan fixe, ou alors des panoramiques très lents. On peut même plus penser à ce monsieur qui a... Sokurov ?
Non, un cinéaste contemporain qui fait des films qui a fait Después de Lucia, qui était présenté à Cannes, et dont j'oublie évidemment le nom maintenant, mais qui est un adepte de ce genre de plans très longs qui vont amener une vraie tension. Et là, en plus, on est dans un thriller, donc la tension pourrait fonctionner. Sauf que là, la volonté de Winning Refn de choquer la rétine est tellement évidente qu'on peut pas se détacher de cette démarche, et que ça devient soit génial pour ceux qui sont absolument fans de lui, qui se disent c'est un génie à chaque plan, mais du coup on peut pas suivre un récit dans ce cadre-là, donc on se concentre que sur l'image, soit on se dit justement c'est ridicule, c'est bon, j'ai compris, merci, passons à autre chose s'il vous plaît. Donc le film se perd vraiment dans cette exploration pour justement passer, enfin il se perd pas dans l'exploration malheureusement, justement il perd l'exploration. Il ne se perd pas dedans, il perd l'exploration pour sombrer dans le récit, et puis de façon assez conventionnelle, jouer avec les lumières, avec les néons. Mais de toute façon, on reparle de Dario Argento dans quelques instants, donc la lumière flashy, la lumière rouge pétante, les néons, on en reparlera, mais qui sont utilisés d'une façon un peu plus intelligente, et en tout cas avec une démarche un peu plus pure, et un petit peu moins foutage de gueule, j'ai l'impression. Très bien, merci beaucoup